Bonjour à tous. Beaucoup d'annonces hier soir du côté de chez Apple. On a suivi évidemment cette keynote et ce sera le grand sujet à la une aujourd'hui. On va parler de ce casque qui a été révélé, qu'on attendait beaucoup, mais surtout de l'invention de cette informatique spatiale dont nous a beaucoup parlé Tim Cook hier soir. Vous verrez donc ce qu'il faut retenir des annonces, mais aussi ce qu'on en pense en plateau avec nos experts. On partira en deuxième partie de l'émission s'intéresser au monde des cryptos avec un tour du monde de l'actualité. Et puis on regardera plus précisément pourquoi les services secrets, les renseignements adorent la blockchain. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse à une nouvelle directive en préparation. C'est du côté donc de Bruxelles que ça se passe sur les paiements. C'est l'interview tout de suite dans Smart Tech. Grand débrief des annonces hier soir réalisées par Apple, par toute l'équipe de Tim Cook. Beaucoup d'annonces, mais en particulier une évidemment, ce casque de réalité augmentée qui était très attendu et qui a permis à Apple d'inventer un nouveau concept, l'informatique spatiale. On va voir un petit peu ce qu'il faut retenir de ces annonces et puis surtout ce qu'on en pense avec mes experts. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. Bonjour Éric. Bonjour. Et Jafar El Alami, dirigeant de Saiki. Bonjour. Vous êtes deux experts dans des domaines très différents, tous les deux, et je pense que tous les trois, on va avoir plein d'avis très partagés sur ce qu'on a vu hier soir depuis la Californie. Et on va commencer cette émission, je vous l'ai dit dans le sommaire, avec une nouvelle directive qui est en préparation du côté de Bruxelles. C'est la Commission européenne qui va la présenter dans quelques jours. Bonjour Richard Boutet. Bonjour. Vous êtes le responsable des affaires publiques au sein de la FinTech Bridge. Vous avez participé aux discussions sur cette nouvelle réglementation attendue ou pas. On parle d'une DSP3 qui chasserait enfin la DSP2 si difficile à mettre en œuvre. Exactement, c'est un texte qui est très attendu, puisque la DSP2 a posé un principe très important, qui est le principe de l'open banking, c'est-à-dire la possibilité pour de nouveaux acteurs de proposer des services d'accès au compte bancaire avec en contrepartie un très haut niveau de sécurité. Ça, c'est un principe qui a été posé par la DSP2. Donc, principe positif, ouverture à la concurrence, a permis au secteur des fintech de se déployer, notamment à Bridge. Exactement. Mais alors, où est le mais ? Le mais, c'est que le principe est très large, mais pas très bien défini dans son application. En fin de compte, la DSP2 a posé ce principe, qui est juste un principe sans aller dans les détails. Et évidemment, le diable est toujours dans les détails. Très concrètement, nous, Bridge, donc nous, FinTech, avons besoin d'avoir accès à ces API bancaires et on a trop souvent des difficultés de performance du côté des API bancaires. Mais pourquoi précisément ? Parce que les API ne sont pas définies dans le cadre de la DSP2. Et donc c'est pour ça que nous espérons, nous souhaitons et nous avons travaillé avec la Commission européenne pour que ce texte, la DSP3, revienne plus précisément sur ce que sont ces API, ce service qu'elles doivent fournir très précisément. Donc c'est vraiment des questions de performance. Et ça veut dire que l'enjeu, c'est de pouvoir créer davantage de nouveaux services financiers ? Exactement. En tout cas, aujourd'hui, on est encore un peu freiné. On est en tout cas freiné par déjà les banques, les établissements financiers classiques. On est déjà freiné dans la performance de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des bonnes API de bonne qualité pour pouvoir faire notre travail. Et plus l'API sera bonne, plus on pourra créer des services au service des entreprises. Donc c'est pour ça que la DSP3, ce sera plutôt une évolution qu'une révolution. Pas de révolution parce qu'on garde ce principe, évidemment sur lequel on est tout à fait d'accord. On est très supportif évidemment de cette ouverture avec l'open banking. En revanche, une évolution qui est nécessaire parce que l'application est quand même assez difficile au quotidien. Mais alors cette DSP2 sur les paiements, elle était aussi là pour sécuriser les transactions à un très haut niveau. Est-ce que la DSP3 change quelque chose là-dessus ? Alors, ça, c'est le côté positif de la DSP2 qu'on retrouvera dans la DSP3, c'est que le niveau de sécurité qui a été mis en place avec ce qu'on appelle l'authentification forte a vraiment fonctionné. C'est-à-dire que le niveau de fraude... Enfin, même si l'expérience utilisateur, elle, franchement, parfois, elle est très laborieuse. Je suis d'accord, ça a été une habitude à prendre, mais je pense que maintenant, depuis plus de 3-4 ans, les consommateurs ont compris ce que c'était que l'authentification forte et qu'il fallait répondre soit à des questions, soit à des cryptogrammes, enfin bref, un certain nombre de choses. Et donc, cette sécurité, elle est en place et elle fonctionne surtout puisqu'on voit que les taux de fraude sont beaucoup moins importants sur les virements que sur les cartes bancaires comme comparaison. Donc là-dessus, pas de modification ? Pas de modification sur le principe de l'authentification forte et son application. Et quand on parle de services innovants, est-ce que ça veut dire que ça va surtout bouger du côté des wallets, des cryptos ?
Ça peut bouger déjà dans ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire comment accéder encore mieux à ces données bancaires et comment est-ce qu'on peut travailler sur ces données bancaires. Et à partir de là, vous avez tout à fait raison, on peut imaginer une foultitude de services différents et innovants. Je fais confiance à toutes les fintechs pour avoir plein d'idées pour faire les choses. Et le texte qui va être présenté donc le 28 juin, je crois, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Correspond à ce qu'attend le marché ? En tout cas, c'est ce que Bridge a fortement recommandé et souhaité auprès des institutions. On a eu tout un travail avec la Commission européenne en particulier, mais aussi avec les institutions françaises, pour pouvoir expliquer comment ça se passe pour nous avec la DSP2 et qu'est-ce qu'on aimerait changer dans la DSP3. Donc il y a eu un vrai travail. Alors je ne suis pas dans le stylo qui va rédiger la dernière phrase du proposition de texte, mais en tout cas les problématiques qu'on a fait remonter auprès des autorités, auprès de la Commission européenne, ont été vraiment entendues. Et les freins ont été levés, selon vous ? Je pense que les freins vont être, en tout cas ils ont été bien identifiés, D'accord. les solutions ont été proposées, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir dans ce texte. Et alors, quelles sont les prochaines étapes ? Eh bien, comme vous l'avez dit, le texte va être présenté, mais ça ne veut pas dire que le texte va être tout de suite en application, puisque c'est donc un texte, une proposition réglementaire présentée par la Commission européenne, et puis qui ensuite doit être votée et par le Parlement européen et par le Conseil des ministres européens. Donc ça veut dire que ce Et texte ensuite, il y a DSP3, aussi tout le temps de la mise en application. exactement, vous avez tout à fait raison. Enfin, en La conformité. DSP3, c'est, soyons honnêtes, 2025. C'est-à-dire que ce n'est pas pour demain ni après-demain. Donc on a quand même besoin que ça fonctionne au quotidien. C'est pour ça qu'on a un discours quotidien, parfois un peu musclé avec les banques, pour justement trouver des solutions sur les API et les problèmes que nous avons avec les API. Et qu'est-ce que ça va changer pour elles, pour les banques ? Je pense que ça va leur rappeler très clairement quelle est la réglementation. Oui, mais elles aussi, ça va peut-être un petit peu leur compliquer la tâche, non ? Je pense qu'elles ont déjà créé les infrastructures avec les API, ce qu'on appelle les API DSP2, c'est-à-dire ces API qui ont été obligés d'être mis en place avec la réglementation. Donc maintenant, donc je veux dire, techniquement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de frein technique. L'architecture est là. Si les banques veulent que ça fonctionne, elles peuvent le faire sans aucune difficulté. D'accord. Après, c'est le temps de s'adapter à cette nouvelle concurrence qui arrive. C'est clair. Mais la concurrence, c'est toujours bon pour tout le monde. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est intéressant de voir que les banques, en parallèle de ces API DSP2 mis en place dans le cadre de la DSP2, sont en train de créer aussi elles-mêmes des API qu'on appelle les API business, c'est-à-dire des API sur lesquelles elles ont la main, sur lesquelles elles mettent d'ailleurs ce qu'elles veulent, puisqu'elles échappent au cadre de la DSP2 et avec qui elles contractualisent avec les acteurs qu'elles souhaitent. Donc ça prouve que quelque part, elles trouvent aussi que cet accès aux données bancaires, ces nouveaux services sont intéressants et peuvent permettre de créer du business. Bon, mais Richard, quand on fait des promesses en disant alors voilà, parce que ça va permettre plein de nouveaux services hyper innovants et donc tous les usagers vont être ravis, il faut nous donner un petit peu plus de billes parce que un des risques, c'est que finalement vous accédiez aux mêmes facilités que les établissements bancaires installés et qu'on se retrouve finalement tous avec les mêmes services, les mêmes prix, la même chose. Comment est-ce qu'on s'assure que ça va vraiment bouger ? C'est ça qui est l'intérêt, c'est que le marché est toujours plus fort que la réglementation. Donc ça, je fais confiance absolument à toutes les fintechs pour trouver des choses, des facilités d'usage. Après, chaque fintech est maître de son architecture, de la façon dont elle présente et des services complémentaires qu'elle peut proposer. Donc, pouvez nous dire par exemple là aujourd'hui ce que vous ne pouvez pas faire que vous pourrez faire demain ? Tout simplement, on a trop souvent des difficultés pour avoir, avec nos API DSP2, donc c'est-à-dire des API qui ont été créées dans le cadre de la directive DSP2, les mêmes informations qu'un utilisateur peut trouver sur une application mobile. Or, la réglementation est très claire, ce qu'il y a dans l'API DSP2 doit être exactement ce qu'il y a sur l'application mobile de la banque. Donc il faut qu'on puisse avoir exactement cette parité d'informations. Bon, très bien, on va suivre ça avec vous. Richard Boutet de Bridge, merci beaucoup pour vos explications. Éric Le Bourlou, Jafar El Alami, tenez-vous prêts, c'est parti pour le débrief des actus d'hier annoncées par Apple. Alors, que faut-il retenir des annonces d'Apple hier soir et qu'en a-t-on pensé avec mes experts Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com et Jafar El Alami, dirigeant de Psyche. Vous êtes un spécialiste des données de mobilité. Tout à fait. Donc, nouvel acteur sur ce secteur. Vous avez déjà commenté avec nous la keynote Google. Absolument. La dernière fois. Donc, on s'attaque à Apple. Vous me direz ce que vous avez pensé de l'une par rapport à l'autre. Et restez avec nous en plateau également, Richard Boutet, responsable des affaires publiques au sein de Bridge. Vous êtes dans la FinTech, mais j'imagine que tout ce qui se passe autour des GAFAM vous intéresse parce qu'eux aussi s'intéressent au sujet de la finance. En tout cas, ce n'était pas tellement le sujet de la keynote hier soir.
On n'a pas parlé banque ni finance, on a parlé de toutes les nouveautés autour du logiciel, puisque c'était lors de la WWDC, conférence qui est dédiée aux développeurs. Alors, Tim Cook a directement donné le ton. Il a tout de suite dit qu'il allait faire une annonce importante, la plus importante, je crois, de toutes les annonces jamais faites à une WWDC. Alors, est-ce le cas? Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui a été annoncé avant, du coup, a été fait un peu au pas de charge. Oui. Tout le monde était pressé. On a même vu Craig faire ses annonces en courant pour arriver enfin au One More Thing, donc au clou du spectacle, la présentation de ce casque de réalité augmentée. Et là, Tim Cook nous dit, c'est pas juste un casque, moi je suis en train de créer l'informatique spatiale. Après l'informatique personnelle, l'informatique mobile, on est à l'informatique spatiale. Question déjà pour tous les deux, est-ce que vous avez été bluffés par ce One More Thing ? Alors, bon, déjà, moi, j'aime beaucoup ce terme d'informatique spatiale. Quand je l'ai vu, je suis d'accord. On parle de cet espace-là, pas de l'espace, évidemment. Voilà. D'Elon Musk. Oui. Alors, est-ce que j'ai été bluffé? Oui, forcément, parce qu'en fait, Apple fait des conférences qui forcent à être un peu bluffé. On rappelle que tout ça est enregistré, monté pendant des mois, fait tout est écrit au cordeau pour que ce soit une démonstration parfaite. Et effectivement, forcément, quand on voit ça, on peut être que bluffé. Après, quand on regarde un petit peu plus en avant dans les annonces, il y a quand même quelques questions qui se posent, quelques façons de présenter les choses aussi qui sont peut-être parfois un peu too much. Mais effectivement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils font une démonstration de leur puissance de feu technologique avec ce casque. Et montre que en fait c'est un peu les patrons de l'innovation, parce que bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais bon, c'est pas les premiers à avoir fait un casque de réalité virtuelle, de réalité mixte plutôt, qu'on pourrait l'appeler ARVR, mais en l'occurrence il s'agit a priori du casque le plus évolué du marché et de loin, quoi. Même question, donc Jafar, est-ce que vous avez été stupéfait en découvrant finalement ce nouveau casque effectivement de réalité mixte, puisqu'on peut faire de la réalité augmentée, mais on peut aussi basculer totalement dans un environnement virtuel? Complètement. Alors pour moi, c'était du pur Apple, c'est-à-dire qu'au-delà en fait de la révolution technique qu'on peut voir, c'est surtout une révolution en fait culturelle, de manière à changer complètement les usages et d'accompagner justement en expliquant qu'on invente cette fois-ci l'informatique spatiale, effectivement, qu'on invente une nouvelle manière de percevoir les choses. On avait déjà abandonné le clavier finalement avec l'iPhone, et bien maintenant on abandonne l'écran. Et en fait, c'est quoi l'écran aujourd'hui? Ça va être justement l'environnement dans lequel on va être avec une surimpression. On va pouvoir aussi agrandir justement cet écran avec simplement zéro périphérique en fait, puisque finalement on a la voix, on a les doigts et on a effectivement les yeux avec une technologie d'eye tracking. Et en réalité, on va venir accompagner, encore une fois, vendre du rêve. 3 interfaces naturelles, sans accessoires, pour piloter ce casque. Exactement. Ouais. Finalement, on entendrait en fait Steve Jobs qui justement parle de challenging the status quo, think different. On est encore sur comment repenser les choses et accompagner et faire rêver quelque part. Donc on ne parle pas en fait à des technocrates comme l'aurait fait peut-être effectivement Meta ou d'autres, où ils ont des early adopters qui sont très technocrates in fine et puis passionnés par la technologie. Et là, on va plutôt essayer de s'adapter et de parler au grand public. Alors avec un prix qui s'adresse absolument pas au grand public, effectivement, on en reparlera. Oui, bon, maintenant, on va en parler tout de suite, comme ça on sait de quoi on parle. On parle de 3 500 $ au début de l'année pour les États-Unis. Oui. Donc, on n'est pas du tout dans un usage grand public, même si les images qui nous ont été montrées de ce Vision Pro, c'est son nom, sont des images de personnes dans leur canapé, avec leurs enfants qui traînent à la maison pendant qu'ils sont en télétravail, quoi. Oui, c'est clairement un paradoxe, même, Ouais. parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils ont voulu montrer l'usage grand public, mais le casque n'est pas du tout grand public, c'est en fait un kit de développement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est présenté à la WWDC, qui est une conférence pour les développeurs. C'est une machine que vont acheter les développeurs d'applications qui sont nombreux chez Apple, et avec laquelle ils vont pouvoir travailler pour éventuellement trouver une killer app, l'application qui va faire que le grand public au final va l'acheter. Puisqu'en fait tout ce qu'on a vu... Alors est-ce qu'il y a parmi les petites démonstrations, les mini-films, plutôt que de démonstrations, on devrait parler de mini-films publicitaires qui ont été montrés hier soir sur les types d'usages qu'on pourrait avoir de ce casque, est-ce qu'il y en a qui vous semblent intéressants, nouveaux ? Alors nouveau, pas vraiment, puisque la plupart des usages ont déjà été défrichés par d'autres. Donc regarder un film, par exemple, comme dans une salle de cinéma. Ça existe déjà sur des casques qui coûtent beaucoup moins cher déjà à l'heure actuelle et qui sont vendus, type MetaQuest par exemple. Mais aussi les usages en réalité mixte. Meta justement
en fait, en gros, a présenté la même chose il y a quelques mois. Ça s'appelle le Quest Pro. Ça coûtait déjà très cher, puisque c'était à peu près 2000 € si je ne m'abuse. Mais il est en vente. On peut l'acheter aujourd'hui et propose ce genre d'usage, c'est-à-dire pouvoir mélanger réalité et VR. Oui, mais dans quel cadre ça peut être intéressant de l'utiliser? Parce que là, on a l'image, alors je disais, quelqu'un qui télétravaille chez lui, qui peut envoyer un ballon de foot à son enfant tout en gérant des dossiers, je ne sais pas comment. Voilà. Mais on voit aussi une situation où finalement, on est au bureau. Et là, c'est peut-être plus intéressant. On est vraiment au bureau et au lieu d'avoir un seul écran d'ordinateur devant soi, on peut afficher vraiment plusieurs écrans de travail. On peut basculer en visio. On peut faire des présentations aussi à distance avec beaucoup plus d'éléments graphiques, de documents à partager en temps réel. Alors moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'effectivement, au niveau collaboratif, au niveau en tout cas professionnel, déjà on rappelle que c'est Vision Pro, donc en fait un peu comme MacBook Pro, donc ça a été réellement pensé pour les professionnels. On va repenser en fait la collaboration, on va un peu plus supprimer les frontières avec justement une reproduction finalement au pixel près du visage en réalité, avec un avatar très poussé, avec aussi l'Optic ID qui va être in fine une authentification de l'iris qui va pouvoir authentifier. Et derrière en fait c'est une synchronisation de l'intégralité des outils Apple. Classique Apple encore une fois, donc on synchronise l'iPhone, on synchronise effectivement avec son Mac ou encore son Vision Pro et on va pouvoir assez facilement naviguer, prendre une photo par exemple d'un téléphone, la mettre directement en partage d'écran où le FaceTime finalement aussi a été développé pour être un peu plus collaboratif et effectivement on va pouvoir finalement avoir une conférence à la limite autour finalement de notre environnement classique, donc on n'est pas coupé complètement de notre environnement, mais avec justement toute cette réalité mixte où on va être un peu entre finalement des frontières supprimées, mais en même temps on est quand même dans notre salon, on est quand même dans notre bureau avec nos enfants et on n'est pas complètement coupé. Là où je trouve que Meta l'a moins bien marketé, ils sont beaucoup plus justement dans le 3D, dans l'immersion totale et in fine on a même les oreilles bouchées, alors que là même le design en fait reste assez sobre. On arrive quand même à voir la transparence, on arrive à... Alors il y a un système où le casque s'opacifie quand on est totalement plongé dans la réalité virtuelle. Et puis si on est disponible, ou si même une personne s'approche... Oui, c'est ça, il y a un capteur de présence en fait, eh bien l'écran s'éclaircit, ça devient plutôt un vert fumé et on peut rentrer en interaction avec le monde réel. On reproduit le regard de la personne qui porte le casque, qui effectivement est une manière, parce qu'en fait c'est un des vrais problèmes de ce genre de produit, c'est-à-dire qu'en fait une fois que vous le mettez, vous êtes complètement isolé et ce sera le cas quand même avec le produit d'Apple, même s'ils ont trouvé une espèce d'astuce pour effectivement qu'on voit le regard du porteur. Mais le problème, c'est de reproduction. C'est ok. regard, mais effectivement, donc c'est l'avatar en fait qui se substitue à nous. Mais c'est effectivement, alors ça permet d'avoir un eye contact avec la personne qui arrive dans une pièce alors qu'on est avec un truc sur la tête. Mais effectivement, ça c'est une bonne chose, même si au final c'est quand même un peu bizarre. Ça ne franchit pas la vallée de l'étrange. Et quand vous verrez, je pense, quelqu'un avec un casque comme ça, même si on travaille, etc., on verra qu'il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe. Et c'est pour moi le gros problème d'ailleurs de toutes ces technologies, c'est que finalement, et c'est d'ailleurs pour ça que la VR, à mon sens, a du mal à décoller depuis le milieu des années 2010, où ça a vraiment recommencé. Il y a eu tout un travail, notamment d'Oculus à l'époque, pour essayer de remettre les casques VR en avant. C'est-à-dire que ça isole beaucoup. Donc là, Apple essaie de faire des efforts pour contrecarrer ça. Moi, sur les usages, en tout cas, c'est les usages du Pro, effectivement, c'est une version Pro. On peut se demander si effectivement Apple a vraiment visé les pros, puisque en fait finalement ils ont montré effectivement une façon d'interagir avec le casque pour ses applications et de vite fait de travail, mais sans aller non plus trop dans les détails. Et puis il y a par exemple, faut voir comment ça va fonctionner avec un clavier. Meta par exemple a fait beaucoup d'efforts pour que les claviers apparaissent en VR. Là on l'a vu rapidement, mais on n'a pas vu effectivement si ce serait vraiment efficace, puisqu'on a vu que des démos toutes faites. Donc moi je sais pas. Alors effectivement ce sera une machine pour les pros, mais pour moi au-delà même d'une machine pour les pros, c'est vraiment une machine pour les développeurs. C'est vraiment une machine qui a été conçue. Donc il y a son propre système d'exploitation, Vision OS. Vision OS, oui. Qui est clairement une ressucée d'iOS ou de macOS pour
qu'elle soit adaptée à la réalité augmentée. Mais là encore, on n'a pas eu beaucoup de détails, ni même sur le store, hein, qui est le gros point fort d'Apple. Ouais. Bon, on a su qu'effectivement, il y aurait un store. On ne sait pas si effectivement toutes les applications qui sont aujourd'hui disponibles sur iPad ou sur iPhone seront facilement, sans doute que ce sera le cas, mais on va dire transposables sur ce casque. Voilà. Bon, après, ils ont toujours dit, c'est juste le début, on est au tout début de l'aventure. Hein. Eux, ce qu'ils avaient envie de montrer aussi, c'était la prouesse technologique, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de défis quand même à relever quand on propose un casque d'AR comme celui-là. Alors, il nous dit, c'est plus qu'un écran 4K derrière chaque œil quand même, ce qu'on va avoir. Hein. Ah oui, en tout, ça fait 23 millions de pixels pour les deux yeux, sachant qu'une télé 4K, c'est à peu près 8 millions de pixels. Ouais. Et ça sur un écran minuscule. Ça, pour le coup, c'est une vraie prouesse technologique. Ouais. C'est un écran qui, si je ne m'abuse, a été conçu par Sony, mais c'est un écran très spécifique et c'est carrément du jamais vu dans l'informatique grand public, entre guillemets. On n'a jamais vu un écran de ce genre et ça, pour le coup, ça, j'aimerais bien l'essayer parce qu'effectivement, je pense que par rapport à ce qu'a proposé Meta avec le MetaQuest Pro, là, on est sur une toute nouvelle technologie d'un point de vue luminosité et définition. Et donc, effectivement, si on revêt le casque, il y a de grandes chances qu'on ait vraiment une sensation de saisir la réalité, parce que je rappelle que c'est filmé et le casque retranscrit ce qu'on voit sur ces écrans. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien défini d'une part, bien rafraîchi et qui a un temps de latence très court. Qui ait un temps de latence très court et qui soit très lumineux. Sinon, on va pas avoir une expérience superbe. Donc là, pour le coup, ça fait tout ça sur un casque qui ne doit pas être trop encombrant. Voilà. Parce qu'on voit des femmes qui le portent. Alors, c'est quand même assez impressionnant sur les visages féminins, je trouve. Mais bon, il ne doit pas être trop encombrant, pas trop lourd. Donc, ils ont déporté aussi la batterie qu'on peut caler dans sa poche. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit fil qui se balade, mais ça, c'est pas très gênant, je pense. Et puis, le système de refroidissement aussi. Enfin, c'est un mini-ordinateur quand même. Hein. Complètement. D'ailleurs, quand on analyse, c'est effectivement un mini-ordinateur. C'est la puce M2 du Mac. Et derrière, on a effectivement une puce R1 qui va venir abstraire justement l'intégralité des capteurs. Et effectivement, c'est une prouesse technologique puisque, à mon sens, c'est l'état de l'art en fait de l'informatique personnelle le plus avancé aujourd'hui sur le marché. Et on a effectivement du hardware qui est encore un peu imposant, mais justement, c'est ça, à mon avis, les échelons. Et en termes de sécurité, qu'est-ce que vous en avez pensé, cette authentification par l'iris? Est-ce que ça peut aujourd'hui constituer un frein? Parce que là, on rentre vraiment de plein pied dans la biométrie totale. Ouais, alors moi, ça me surprend déjà. Bon, Apple, là, depuis quelques années, a pris une position très vie privée d'abord. Nous sommes les champs de la vie privée, etc. Il y avait un petit cadenas sans arrêt qui se refermait quand il parlait, d'ailleurs, pour attester que c'était hyper sécurisé. Oui, effectivement, ça reste pour le coup un casque qui dispose de 12 caméras avec lequel on peut, qui fonctionne à peu près en permanence quand on le revêt. Et donc, c'est assez paradoxal, je trouve, de voir Apple, chantre de la vie privée, qui nous parle d'un casque avec 12 caméras qui filme partout et qui est effectivement capable en plus de prendre des photos, des vidéos de ses enfants, de qui on veut, ou dans l'avion, parce qu'ils ont aussi montré ça, ici dans l'avion. C'est effectivement, mais alors d'un point de vue par contre, je pense que sur le coup... C'est-à-dire que même ils sont obligés de préciser que non, mais les sites que vous allez consulter à travers ce casque ne pourront pas savoir où vous regardez exactement sur le site. Parce qu'en fait, ces caméras vont tout capturer. Y compris effectivement tous les regards qu'on a parce que vu qu'on le pilote finalement par son regard, effectivement le site en question pourrait voir si ce n'était pas bien fait là où on va, là où on regarde ou là où on va cliquer. Light tracking, Bon, on enchaîne avec les autres actus quand même. On va parler, si on reprend le fil de cette keynote, on a commencé par du matériel. Donc du matériel avec cette idée que c'est peut-être le meilleur moment aujourd'hui pour basculer sur un Macintosh, si jamais par hasard vous ne l'aviez pas déjà fait. Avec l'annonce du MacBook Air 15 pouces, du Mac Studio, du Mac Pro et cette magie de l'intégration du hardware et du software qui fait que ce sont des machines extraordinaires. Sur, je ne sais pas lequel vous a fait le plus réagir. Alors moi, de manière générale, surtout au niveau de l'iOS. Vous avez basculé sur Mac là. C'est ça, exactement. Là, je passe full Mac. En fait, au niveau de l'iOS, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on va pouvoir avoir déjà des prouesses au niveau effectivement hardware, au niveau de l'ordinateur, que ce soit le Mac. iOS ou macOS, vous voulez dire? Non, vraiment au niveau
du MacBook, effectivement, on va avoir un nouveau design qui va être extrêmement léger, extrêmement fin, in fine, et beaucoup plus facile. Et effectivement, pour revenir à mon premier point qui est celui de l'OS, là, on a vraiment des avancées qui sont assez substantielles. On va repenser, par exemple, effectivement, des formats de messages, par exemple, qui étaient audio précédemment et qui maintenant... Alors ça, on va peut-être juste se le réserver pour après sur la partie iOS 17. Donc un MacBook Air 15 pouces, c'était attendu ? Oui, tout le monde Voilà. savait qu'il allait sortir, c'est classique. En fait, c'est le MacBook Air 13 pouces, ils ont simplement agrandi l'écran. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est juste qu'ils ont baissé le prix du coup du MacBook Air 13 pouces, qui était hors de prix. Oui. Donc du coup, il est un peu moins cher, il perd 200 €. Donc maintenant, ça, c'est la bonne affaire. Le Mac Studio hyper compact. Alors, le Mac Studio, effectivement, surtout, qui existait déjà, mais qui est mis à jour avec une nouvelle puce M2 Ultra. Et surtout, en fait, pour moi, le plus intéressant, c'est l'arrivée du Mac Pro. Le Mac Pro qui était le dernier Mac à ne pas être passé en puce Apple Silicon, qui restait Intel. Oui. Apple a fait une transition qui a été épatante des puces Intel vers ses propres puces, donc basées sur ARM, en quelques années, vraiment en un tour de main. Et il restait cette machine qui est une machine de niche, on va pas se mentir. C'est pas la machine de Monsieur Tout le Monde, parce que c'est à partir, je crois, de 8 000 €. C'est une machine de professionnels qui font du travail 3D très important, du gros montage vidéo. Mais effectivement, il restait ce Mac Pro à faire passer côté ARM, et c'est fait. Et donc l'avantage de ce Mac Pro... Et qui profite donc la puce la plus puissante à ce jour. Oui, c'est du M2 Ultra, donc c'est une très très grosse puce qui sont en fait deux M2 Max combinés. Donc ça envoie pas mal. Ouais. Et surtout, c'est une machine qui... Et il n'y a pas mieux sur le marché aujourd'hui ? Il n'y a pas mieux sur le marché. Alors, si on compare à des puces... Alors, c'est compliqué de comparer, parce qu'il faudrait comparer à des GPU. Le principe de la puce Apple, c'est qu'elle combine à la fois CPU et GPU, comme en fait un smartphone aujourd'hui, dans une même puce. C'est pas du tout la même chose sur le monde PC, où en fait les cartes graphiques sont déportées souvent. Et donc, on peut les mettre en série comme ça et avoir plus de puissance. L'avantage surtout de ces puces Apple, c'est leur performance énergétique, parce qu'elles sont beaucoup moins énergivores, on va dire, à puissance égale que ce qu'on peut trouver en général dans le monde PC. Après, faudrait voir le Mac Pro étant une machine très particulière. On n'a pas pour l'instant de bench sur les nouvelles machines, mais je pense qu'effectivement, ça doit quand même sérieusement envoyer. Après, c'est limité en mémoire, donc pour des tâches extrêmement intensives. Là, on parle quand même de machines qui peuvent avoir jusqu'à 192 Go de RAM, donc ça commence à compter. Mais sur certains usages, parfois, on a besoin d'encore plus de RAM. Donc, ce n'est pas forcément la machine la plus puissante du monde, mais c'est un excellent compromis entre puissance et efficacité énergétique, en fait, en général. Voilà, c'est comme ça qu'ils auraient dû le présenter, Eric. Alors, on passe à iOS 17. Donc, effectivement, on va dire que les annonces les plus marrantes tournent autour de la manière dont on va pouvoir communiquer un peu différemment avec notre iPhone. Donc ça, en revanche, on pourra vraiment jouer avec qu'à partir de l'automne, quand sera révélée, évidemment, une nouvelle gamme d'iPhone. Donc, la partie retranscription, c'est ça qui vous a plu ? Moi aussi, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, quand on reçoit un message vocal, on a une retranscription tout de suite. C'est ça, exactement. Alors, pour le coup, on n'a pas besoin de l'écouter, on a directement, effectivement, le speech to text. Et au-delà de ça, bien sûr, à l'américaine, on a aussi la nouvelle app Journal, où effectivement, on va pouvoir se confier à son téléphone. Alors, une nouvelle fois, ils ont mis en avant un certain nombre d'éléments sur la sécurité, comme quoi toutes les informations qu'on confie à notre téléphone. Je dis en français, donc journal. Donc, journal, effectivement. Où c'est assez travailler autour de ses mémoires, en rassemblant des photos, des vidéos, en écrivant des petits textes. Exactement, ils ont mis ça. Alors en avant, on a une partie un peu plus santé où effectivement on va pouvoir communiquer ses émotions, notamment à son Apple Watch, où on va pouvoir s'adapter à différentes activités. Donc encore une fois, on essaye de se rapprocher autant que faire se peut dans finalement l'expérience classique d'une personne, finalement dans ses activités du quotidien. Alors moi j'ai noté un truc pour vous, Jafar. Sur les appels, les messages, désormais sera indiqué systématiquement la localisation. Complètement. Ouais. Alors effectivement, au niveau de la mobilité, oui, ça je pense peut à être votre super business, intéressant. moi. Exactement. Donc une belle source de données justement pour récupérer l'information. Et de manière générale. Alors... Et comment justement cette information sera protégée ou partagée ?
Ouais. Alors là, Parce que là encore, on a Apple qui nous dit attention, tout ça, c'est hyper confidentiel, tout est crypté, tout reste chez vous. Il n'y a pas de partage sans votre autorisation. Mais j'imagine que les apps tierces vont vouloir s'y connecter. Ouais. Alors il y a un vrai sujet au niveau de la sécurité. Alors ils n'ont pas beaucoup parlé justement de ce sujet-là. Alors au-delà du fait qu'effectivement ils montrent un peu le cadenas, ils expliquent que tout est sécurisé. Pour autant, on demande à voir quand même de regarder dans le détail quels sont les textes, quelles sont concrètement aussi les durées de purge des données, les durées de conservation, quel est le consentement finalement, pour quelle finalité. Ça pour le coup, c'est pas extrêmement explicite à date en tout cas. Ouais, mais il courait après le temps en fait. Il fallait qu'il parle du casque. Il n'avait pas le temps de nous expliquer tout dans le détail. Ça, c'était vraiment, je trouve, pas très agréable. Tout le début de la keynote à cause de ça, cette précipitation. J'ai trouvé que c'était déjà suffisamment long comme ça. C'est vrai aussi. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, il y avait un petit truc gadget, mais quand on reçoit un appel et quelqu'un nous laisse un message vocal, eh bien, on a une retranscription. Oui. Comme ça, on peut se dire ah bah si, finalement, ce qu'il raconte, c'est important. Je vais décrocher. C'est quelque chose qui existe déjà d'ailleurs du côté d'Android depuis pas mal de temps. C'est pas très poli quand même comme démarche. Non, mais c'est très pratique pour utiliser cette fonction depuis longtemps sur un Android. C'est assez pratique quand vous recevez beaucoup de coups de fil, donc vous voulez pas forcément avoir. C'est vrai. Voilà. Sur le partage de contenu, c'était intéressant aussi ce qui a été annoncé. Il va y avoir une simplification sur les échanges de contenu entre iPhone. Avec AirDrop, avec AirPlay aussi, on pourra partager des musiques qu'on est en train d'écouter ensemble, par exemple dans la voiture lors d'un voyage. Oui. Mais alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça va fonctionner qu'avec iTunes, par exemple, Apple Music. Alors, il y a de fortes chances qu'en tout cas, ça ne fonctionne pas avec Spotify, parce que c'est sûr que ce n'est pas la grande amitié entre Spotify et Apple surtout en ce moment. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ces nouveautés en matière d'échange de données entre iPhone et d'échange peer-to-peer, en fait, des échanges peer-to-peer, et je trouve ça plutôt cool pour le coup, puisque ça permet en fait des échanges simples entre deux appareils sans autre forme de procès, ce qui avait un peu disparu. Ça revient grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est un peu un retour. Je sais pas si vous avez connu ça, mais du BIM de contact à l'époque des PDA, au début des années 2000, où on s'échangeait nos contacts par Bluetooth quand on découvrait le Bluetooth. Et bien c'est un peu ça, c'est un peu une version améliorée, name drop, en l'occurrence de cet échange de contacts entre iPhone. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans toutes ces fonctions-là, c'est que avec ça, Apple peaufine son écosystème message, contact, etc. On sait que il y a une petite guerre entre Apple et Google en ce moment pour de messagerie, puisque Google aimerait que Apple adopte le standard RCS, et Apple, on le voit et on l'a encore vu là, martèle qu'ils vont améliorer iMessage et le rendre finalement de plus en plus il l'améliore à chaque itération pour le rendre finalement quasiment indispensable. Donc là, on voit avec les annonces d'hier, cette bataille qui était, je trouve, assez intéressante, non seulement avec NameDrop, avec les échanges donc de contacts, mais aussi l'ajout de stickers dans les messages, le fait qu'on puisse facilement encore plus personnaliser ces messages au détriment évidemment des gens qui ont un Android. Glisser, déposer depuis ses photos jusqu'à son SMS. Moi, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'était la fonctionnalité Standby, c'est-à-dire que l'iPhone devient indispensable, le smartphone est indispensable quand on s'en sert, mais alors maintenant c'est même quand on ne s'en sert pas. Oui. Donc je le pose parce que je n'en ai plus besoin, eh bien il va avoir quand même une fonctionnalité désormais Standby, c'est-à-dire qu'il va m'afficher l'heure, la météo, peut-être même mon agenda quand il sera en charge. C'est-à-dire que c'est cette idée en fait que sans arrêt tout le temps finalement je dois garder un œil sur ce smartphone. Ouais, c'est effectivement ultra immersif pour le coup, parce qu'effectivement à chaque moment il a une utilité. Donc effectivement ils ont montré un passage de différentes photos, de l'heure, on peut repenser complètement la partie stand-by. Et puis au-delà de ça, au niveau des fonds d'écran, ils ont montré quand même des nouveaux fonds d'écran tout à fait spectaculaires et qui font voyager un peu à la Apple. Mais effectivement, ça va rentrer effectivement dans l'usage du quotidien. On a vu la tvOS aussi qui va aussi avoir un peu plus d'éléments. Au niveau de l'audio également, on va aller beaucoup plus loin. Donc en fait, c'est sur tous les volets en fait du quotidien qu'Apple va venir s'installer. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'était quand même très différent, je trouve, des annonces Google. C'était pas, je trouve qu'ils n'ont pas essayé de faire des réponses à ce qui avait été annoncé par Google, mais c'est une façon de dire, de toute façon, nous, on va être partout, tout le temps, sur tous les écrans, effectivement, jusqu'à la télévision, même quand on est en voyage à l'hôtel. Juste pour le coup, Standby, en fait, pour moi, le mode Standby qu'on a vu hier, c'était juste en fait une réponse aussi aux assistants enceintes connectées, etc., que vendent notamment Amazon
et Google. Donc ça permet d'entrer en fait, on va dire, dans le côté salon, Oui. qui est pour l'instant très peu exploité C'est par vrai. Apple. Voilà. Mais- Tout à fait. Eh bien, voilà, on n'a pas eu le temps de tout raconter, mais on a quand même pas mal brossé le tableau des annonces fortes d'hier soir. Merci beaucoup, Eric de 01net.com, Eric Le Bourlou et Jafar El Alami de Staiki et Richard Boutet de Bridge qui nous a écoutés avec une grande attention. J'ai vu. On part pour une petite pause et ensuite on va parler des cryptos avec un tour du monde de l'actu. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour cette deuxième séquence. On va faire un tour du monde de l'actu des cryptos. On va partir en Europe, en Chine, aux États-Unis. Grâce à vous, Flavio Restelli, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Flavio. Bonjour Delphine. Allez, on commence très rapidement par les 3 grandes actus qui concernent Oui. ces continents. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le sujet est global, nativement, et il est de plus en plus important pour l'équilibre même entre les États et les continents, j'ai envie de dire. En Europe, on le sait, on avance bien d'un point de vue réglementaire. Finalement, MiCA, le nouveau règlement qui va encadrer le marché des cryptos, a été signé. Et l'Europe gagne en attractivité, on le verra. Il y a de plus en plus d'investissements, des entreprises qui se développent et même des entreprises étrangères qui s'établissent en Europe, voire à Paris, carrément pour leur siège européen. Je pense à Circle, on en avait parlé, maintenant OKX, une autre plateforme. Et en même temps, on voit, comme tu le disais, qu'il y a d'autres salles et d'autres ambiances à l'international. Ouais. Il y a les États-Unis, où le cadre réglementaire demeure flou, et la SEC, donc la Security and Exchange Commission, l'autorité de réglementation des marchés financiers, qui continue d'être assez sceptique par rapport au développement du marché Il crypto. faut dire qu'il y a eu des affaires quand même qui les ont un peu refroidis. Effectivement, la cicatrice, j'ai envie de dire, du drame FTX est importante, on la voit bien, et les séquelles sont également importantes. Et aujourd'hui, cette incertitude réglementaire met en difficulté les acteurs crypto qui ne savent plus comment se développer face au risque, en fin de compte, que du jour au lendemain, ils puissent être sanctionnés par la SEC. Et notamment si on pense à Coinbase, qui pourtant est une entreprise publique, Oui. donc, enfin pas publique au sens étatique, mais publique au sens cotée en bourse, Oui. et donc réglementée, transparente. Et pourtant, même Coinbase maintenant fait l'objet d'une investigation. Et en réponse, Coinbase a porté plainte contre la SEC en dénonçant donc ce manque de clarté réglementaire qui, selon la plateforme, nuit au marché américain et ne protège pas suffisamment les consommateurs. La grande nouvelle d'il y a quelques jours, c'est que la Chambre de commerce américaine a appuyé le propos de Coinbase en disant même que ce flou réglementaire est volontairement gardé par la SEC. Donc, Waouh. on est en pleine querelle. Et de l'autre côté, la troisième ambiance, c'est la Chine. On sait que depuis plusieurs années, la Chine est en réalité un État plutôt hostile vis-à-vis des activités crypto et blockchain. En 2017, ils avaient interdit les plateformes d'échange. En 2021, ils avaient interdit le minage de Bitcoin. Oui. Et pourtant, maintenant que l'on voit la crypto monter comme sujet et donc qui, dans l'équilibre des États, devient un sujet de plus en plus important, la Chine fait peut-être marche arrière, alors ça se fait doucement, mais à la fin du mois de mai, la capitale, Pékin, a publié un livre blanc qui revient sur l'opportunité du Web 3, donc le web des cryptos, le web décentralisé. Alors le diable est dans les détails, il ne parle pas de crypto, pourtant il parle de Web 3, ils disent que c'est une tendance même inévitable. Et quelques jours après, le cadre réglementaire à Hong Kong, qui est quand même un peu la porte d'entrée pour ce type de service technologique en Chine, a été modifié pour permettre aux particuliers d'acheter des cryptos, alors qu'avant c'était interdit. Donc on peut imaginer que dans cette querelle Europe-États-Unis, le sujet crypto devient presque géopolitique et la Chine peut-être remet en cause sa position historique. Doit montrer aussi que c'est une puissance, finalement, aussi dans ce secteur. Merci beaucoup, Flavio Restelli de KPMG. On va continuer à parler de ce Web3 dans notre regard sur Où va le web. Alors, c'est Eva aujourd'hui qui va nous parler de la blockchain, mais la blockchain que adorent les services secrets et les renseignements, Flavio. Les services secrets américains raffolent des cryptos. Ce sont eux-mêmes qui le disent dans un live récent organisé sur Reddit. Un live sous forme de discussion avec le groupe React, une organisation composée de détectives et d'agents fédéraux spécialistes des crimes de haute technologie et donc des crimes basés sur la blockchain. Et alors que les représentants de l'État se montrent souvent critiques à l'égard des cryptos, les Secret Services se sont montrés, eux, carrément élogieux.
La blockchain est une mine d'or, disent-ils, essentielle pour traquer les délits financiers et les arnaques crypto et des arnaques. Il y en a, selon Chain Analysis, les arnaques ont entraîné le vol de 5,9 milliards de dollars en 2022. Le groupe React s'est d'ailleurs targué d'avoir pu récupérer quelques millions de ces dollars volés aux victimes. Mais l'objectif ici n'était certainement pas de faire peur. Des arnaques, il en existe certes. Il faut juste mieux éduquer les détenteurs de crypto-monnaies. Les services secrets en ont profité pour expliquer au mieux la manière dont eux traquent les crimes liés aux cryptos. Ils ont d'ailleurs admis que tout nouvel agent avait désormais pour lecture obligatoire le livre blanc du Bitcoin. Embarqués dans leur frénésie blockchain, les agents ont même présenté leur collection NFT. Elle met en scène plusieurs agents dans des lieux mythiques de San Francisco, comme par exemple Alcatraz. Eh ben voilà un sujet qui fait réagir positivement Flavio Restelli, qui est resté avec nous. Flavio Restelli, consultant crypto KPMG et qui nous fait l'actu des cryptos dans Smart Tech très régulièrement. Merci beaucoup Flavio, merci à vous de nous suivre dans Smart Tech. On se retrouve évidemment demain. Les aventures de la tech, ça continue sur Bismart avec Smart Tech.